Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République, Idriss Déby Itno, a dirigé ce matin une réunion qui a regroupé quelques membres du gouvernement et responsables des services étatiques concernés par le transport aérien. Des mesures sont prises pour réduire les taxes d'atterrissage des avions et par ricochet le prix des avions. Djibril Noualouali. La cherté du prix d'avion est loin d'être la seule préoccupation des voyageurs. Le coût jugé exorbitant interpelle également le gouvernement, en premier lieu son chef, Idriss Déby Itno. Soucieux de faciliter la mobilité de ses concitoyens, notamment par le transport aérien, le président de la République a réuni autour de lui membres du gouvernement et responsables des services étatiques concernés par la question. Tous ont été instruits à l'effet de procéder à la réduction substantielle des taxes imposées aux avions. Le taux en vigueur n'est pas de nature à faire de l'avion le premier choix des Tchadiens comme moyen de transport, fait observer le chef de l'État. Ainsi, l'arrêté qui fixe les modalités en la matière et qui date de 2017 sera révisé. La baisse des taxes d'atterrissage va directement impacter sur le prix du billet d'avion, renseigne le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mohamed Tahir Rozi. Il nous a instruit de réduire substantiellement les taxes d'atterrissage et en même temps les taxes sur les billets d'avion. Il est important de relever que ces taxes datent de 3 ans et c'est dans le cadre de la politique de la 4e République que le président voulait permettre plutôt à tous les Tchadiens d'avoir accès aux avions. Il espère, en réduisant par la réduction de ces taxes, que les compagnies aériennes réduisent aussi les billets d'avion. Les effets positifs de nouvelles mesures seront très vite constatés par les voyageurs, à entendre le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mohamed Tahir Rozi, qui indique que les différents services concernés vont s'atteler pour que les nouvelles taxes soient appliquées dans une brève échéance. Au-delà des citoyens, c'est le secteur aérien du Tchad tout entier qui trouve en ces nouvelles mesures une aubaine qui ouvre des perspectives promoteuses. Une soirée artistique et culturelle pour la lutte contre les violences basées sur le genre a eu lieu hier à la Maison de la Femme. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Pahimi Débé, quelques membres du gouvernement et les partenaires au développement ont fait le déplacement. Le point avec Adef Ahmad Benrama. Porter plus loin le message à travers la musique en ces 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Pourquoi aucun respect envers elle, c'est ma mère, elle, c'est ma femme, elle, mon enfant et ma soeur. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Pahimi Débé, la ministre de la Femme, celui de la Jeunesse, la représentante de l'UNFPA et bien d'autres partenaires et personnalités ont joint leur voix, accordant ainsi toute l'attention à la chante féminine. À travers ces concerts, la Maison de la Femme et l'ONG La Voix de la Femme voudraient plaider pour le respect des droits de la femme et toucher les sensibilités dans le but de renverser la vapeur. La question de la femme n'est pas seulement défendue par les femmes, mais aussi par les hommes. Aujourd'hui, le problème de violence faite aux femmes est un problème récurrent. C'est vrai qu'il y a des textes qui sont pris, il y a des lois qui sont prises pour protéger la femme. Mais est-ce que ces lois sont appliquées? Les 15 artistes, musiciens, slameurs et comédiens engagés ont porté le message de lutte contre les violences faites aux femmes, le mariage précoce, entre autres. De nombreuses recommandations sont formulées dont les plus majeures sont: appuyer la mise en œuvre de la politique nationale genre, accélérer l'adoption de la loi portant création de l'Observatoire de la promotion de l'équité de genre, mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre au théâtre. À l'Assemblée nationale, accélérer l'adoption du Code des personnes et de la famille, veiller à la prise en compte de l'approche genre dans le budget de l'État. Des vifs remerciements sont adressés au président de la République et à la première dame pour les énormes sacrifices consentis en faveur du bien-être de la femme et des couches vulnérables. Dans la même veine,
Des attestations de mérite sont décernées à la ministre de la Femme et à la représentante de l'UNFPI. Les artistes engagés qui ont accepté de prester gratuitement ont retenu l'attention de la Direction générale de la Maison de la Femme et de l'ONG La Voix de la Femme par cette distinction. Une reconnaissance qui ne peut que galvaniser l'artiste à donner les meilleurs de lui. Et puis le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République a salué l'initiative et a rassuré la volonté du gouvernement d'œuvrer pour le respect des droits de la femme et pour son bien-être. Un extrait de ses propos. J'ai décidé de faire ce déplacement de manière inopinée pour honorer la mère, l'épouse, la sœur, la fille, la citoyenne qui se bat au quotidien. Mon déplacement a deux objectifs. Premièrement, témoigner l'engagement du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, l'engagement du gouvernement et mon propre engagement aux côtés des femmes, aux côtés de la femme. Deuxième objectif, saluer les artistes. Les artistes qui ont décidé de prester gratuitement, sans gain pour eux-mêmes, pour soutenir les femmes. La violence faite à la femme est tout simplement une horreur. Vous pouvez être rassurés, chères sœurs, chères mères, chères épouses, chères filles, du soutien et de l'engagement du chef de l'État à titre personnel par des actes qu'il pose au jour le jour et à travers les textes de loi, les actes réglementaires qu'il prend. Des propos recueillis par Adef Amat Benrama. Et puis, comme vous le savez, le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et mettre fin à la violence faite aux filles. Un pari que le ministère de la Femme compte gagner à travers les 16 jours d'activisme. Alors, question, en quoi consistent ces jours d'activisme? Voici quelques éléments de réponse avec Adombaye Hortense. Pour cette édition nouvelle, 16 jours d'activisme sont consacrés à la lutte contre les violences basées sur le genre. Si le monde célèbre ce 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, l'autre particularité de ces 16 jours d'activisme met le focus sur la défense des droits de la femme et de la lutte contre le VIH. Une opportunité pour agir en vue de mettre fin à toute forme de violence faite aux femmes. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, qui tient à gagner le pari de la lutte contre la violence basée sur le genre, a placé la commémoration sous le thème « Mettre fin à la violence faite aux filles ». Un engagement qui vise à instaurer l'égalité entre les sexes et à éliminer les pesanteurs socioculturels, véritable handicap à l'épanouissement de la femme. Malgré cette perche tendue à la jante féminine, beaucoup de femmes, encore analphabètes ou déscolarisées, croupissent sous le poids de la tradition et jugent tabou de dénoncer les actes de violence humiliantes et dégradantes dont elles sont victimes. C'est pourquoi pendant ces 16 jours d'activisme, il est question de sensibiliser les parents, les communautés et les filles afin de prendre conscience des obstacles majeurs qui freinent leur épanouissement. Un plaidoyer adressé aux partenaires au développement pour des actions plus concrètes tendant à protéger et à garantir les droits de la femme.
Et puis, dossier spécial Journée de la liberté et de la démocratie 2019. Ce soir, nous parlons des efforts consentis par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour le pays et ses engagements dans la résolution des crises en Afrique. Le dossier est signé Amadé Abbas. Artisan de la liberté et de la démocratie au Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno incarne en lui des valeurs incontestables. Meneur d'hommes, homme d'État charismatique, le fils de Berdoba est un leader hors pair qui a su façonner la destinée de son pays, le Tchad, et partant la sous-région qui fait face à la montée terroriste. Idriss Déby Itno, c'est une histoire, une légende vivante du Tchad démocratique. C'est un petit matin du 1er décembre 1990 que le Tchadien avait découvert à travers les médias le colonel Idriss Déby Itno. Celui-là qui, au prix des sacrifices suprêmes, chassa Hissène Habré du pouvoir et hérita d'un pays déchiré et un peuple meurtri. Les défis qui s'étaient dressés sont nombreux, mais pour Idriss Déby Itno, le moteur doit tourner. Il faut remettre en marche les institutions de la République pour que le pays vive. Ces engagements du chef de l'État ont valu au pays de retrouver la paix, la stabilité et se faire une place dans les concerts des nations. Plus qu'un leader, le président de la République partage aujourd'hui la vision de ses frères du continent noir. Ses engagements dans la résolution des crises et d'autres foyers de tension en Afrique sont nombreux. Du Mali en passant par le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la Libye, la République centrafricaine ou le nord darfourien, Idriss Déby Itno a laissé et continue de marquer d'une empreinte indélébile des actions hissant le drapeau du Tchad sur l'échiquier international. La lutte contre le terrorisme en Afrique, un mal né au lendemain de la chute du régime du guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, retient particulièrement l'attention du chef de l'État, chef suprême des armées. Dans ce combat contre ce mal, les efforts consentis par le Tchad et son armée sont énormes. Pour réparer ce mal qui a contribué à la désorganisation de la Libye, Idriss Déby Itno, on ne peut plus clair. Les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Parce que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. L'homme du 1er décembre 1990 est un panafricaniste jusqu'au bout de ses ongles. À chaque occasion, le président tchadien n'a jamais cessé de vanter les innombrables potentialités naturelles que recèle le continent noir auprès des bailleurs. L'Afrique est riche de ses terres arables, de ses ressources en eau et de ses matières premières. L'Afrique est surtout riche de son dividende démographique et de sa population constituée en majorité de jeunes. Pour le président tchadien, l'Afrique est un continent sur qui il faut compter. Un continent à impliquer dans toutes les grandes décisions internationales. Lors des grandes rencontres et sommets, Idriss Déby Itno a toujours plaidé le sort de ses frères africains. En tout, les bâtisseurs de la nation, Idriss Déby Itno nourrit de grandes ambitions pour son pays en vue de son émergence. Un pays où règne l'unité, la paix, la stabilité, au grand bonheur de tous les Tchadiens. La suite de cette édition, le nouveau commandant de la force mixte, Ibrahim Manou Youssouf, a rencontré ce matin le ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, le général du corps d'armée, Mamat Abali Salah. Il est allé présenter son plan de travail au ministre. Plusieurs responsables militaires du ministère étaient également présents. Aman Isaac Azina.
6 jours après sa prise de service, le nouveau commandant de la force multinationale mixte de la CBLT, le général de division Ibrahim Manou Youssouf, franchit pour la première fois le portail du ministère de la Défense nationale. Il est venu présenter au ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah, son plan d'action en vue de recueillir de ces derniers des conseils et orientations. Le 5e comme force de la CBLT a rassuré le ministre de sa détermination à travailler en synergie afin de mieux contrer les actions de la secte Boko Haram qui continue de faire parler d'elle dans le bassin du lac Tchad. En outre, Ibrahim Manou Youssouf a profité de l'occasion pour aviser le ministre de sa prochaine descente dans les différents secteurs du lac Tchad. Très touché par cette visite de courtoisie, le ministre Mohamed Abbali Salah a loué la détermination des éléments de la force multinationale mixte de la CBLT qui se sacrifient jour et nuit pour une paix certaine dans la sous-région. Tout comme le force mixte de la CBLT, le ministre Abbali a également mis l'accent sur un travail de synergie. Nous pouvons battre cet ennemi si nous allons être ensemble et pour garder en fait un contact permanent, l'ennemi immobile. Et nous vous encourageons aussi pour vos initiatives d'aller sur le terrain, voir les hommes sur le terrain, d'être à côté de lui. C'est de cette manière qu'on peut encourager nos troupes qui sont sur le terrain. Et je vous exhorte, mes chefs d'état-major de l'armée, tous les officiers ici présents, vous prenez à tâche avec eux, nous serons disponibles certainement comme ils l'ont fait avec votre prédécesseur pour vous accompagner, pour que vous soyez ensemble, ainsi que les responsables des forces du secteur 2 qui sont à Barasoula à tout moment quand vous voulez un appui. Je pense que le CND est là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité était assisté du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Tahir Erda Tahirou, de son chef d'état-major particulier, le général de division Gengingar Majita, et de son conseiller technique, colonel Ngaro Ajo Amadou. Créée en 2014, la force multinationale mixte regroupe 5 pays, notamment le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Bénin. Sachez aussi qu'au Palais de la démocratie, le ministre de la Santé publique a été face aux députés ce matin. Il a répondu à une question orale avec débat. Cette question adressée par le député Zakaria Mahamat Saleh porte sur le fonctionnement et la gestion des hôpitaux au Tchad. La séance est dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Bertrand Bachi, est en visite de travail à N'Djamena. Cette visite s'inscrit dans le cadre du 34e colloque sur la renaissance et l'équivalence des diplômes qui a lieu du 25 au 29 novembre 2019. Un colloque placé sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, David Oudengar Ngarimaden. Reportage Varilati. Le 34e colloque sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, illustre le protocole d'accord signé le 12 décembre 2012 par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et cette institution. Responsable du secteur de l'enseignement supérieur, cadre du CAMES, acteurs et experts des pays membres du CAMES planchent sur les modes de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics et privés des pays membres de cette institution. Cet atelier permet donc de renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine en procédant à un partage de bonnes pratiques et à une valorisation des outils mis en place par le CAMES. Le 34e colloque sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes et le 13e atelier sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur devront à terme relever les défis scientifiques, techniques et technologiques de l'enseignement supérieur. En clair, il s'agit de faire face à la prolifération des faux diplômes. Cette pratique académique intervient dans un contexte nouveau où l'enseignement supérieur et la recherche se mondialisent et où la crédibilité des établissements d'enseignement supérieur est gravement menacée par la prolifération des faux diplômes et titres universitaires.
Face à cette situation devenue inquiétante, notre pays, le Tchad, est appelé à implémenter les mécanismes d'assurance qualité interne et externe afin de se prémunir des pratiques frauduleuses qui gagnent de plus en plus de terrain. Les deux grandes rencontres qu'organise le ministère de l'Enseignement supérieur et le CAMES permettent de donner une image de marque aux instituts et universités d'enseignement supérieur public et privé, ainsi que les grandes écoles de formation des pays membres du CAMES. Créé en 1968 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation commune africaine et malgache, le CAMES a des missions nobles, parmi lesquelles le rayonnement du secteur de l'enseignement supérieur. Puis à l'initiative de la Fondation Imam Goukouni Nour pour la bienfaisance, la ville de Moussoro abrite depuis ce matin un forum de réflexion sur la problématique des enfants nomades. Les techniciens de l'éducation nationale, les leaders traditionnels et administratifs plancheront 3 jours durant sur la scolarisation des enfants nomades. La cérémonie est présidée par le représentant du chef de l'État, le ministre Aboubakar Asidik Tchoroma. Reportage Moussa Boudou Abdoulaye. Le nomadisme ou le pastoralisme n'est pas du tourisme, mais c'est une mode de vie et de survie en s'adaptant aux mutations naturelles, climatiques et géophysiques. Et comme les nomades sont en perpétuel déplacement, l'éducation de leurs enfants pose problème. Raison pour laquelle la Fondation Imam Goukouni Nour pour la bienfaisance organise ces forums à Moussoro. Dans le chef-lieu de la province du Bahr el-Ghazal, les leaders traditionnels, administratifs, cadres de la localité et les experts de l'éducation nationale vont passer au crible durant 3 jours la problématique de l'éducation des enfants en milieu nomade. Pour Brahim Goukouni Nour, président de la dite fondation, l'éducation des enfants nomades est une question vitale et nécessite une action d'urgence. Selon le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires en matière de l'éducation des enfants nomades, beaucoup reste à faire. L'éducation des enfants en milieu nomade constitue aujourd'hui le défi plus important car jusqu'à présent, les stratégies préconisées restent inadaptées. Au contexte actuel du système de mobilité de cette population éleveuse et nomade. Le chef de département en charge de l'éducation nationale laisse entendre que le gouvernement de la 4e République a mis au centre de ses préoccupations la scolarisation des enfants en milieu nomade. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, a pris des engagements avec des partenaires internationaux en vue d'assurer l'éducation à toutes les communautés, y compris les éleveurs nomades, et cela sous l'angle des objectifs de l'éducation pour tous et des ODD, d'avoir tous les enfants à l'école, quel que soit le lieu et quelle que soit la circonstance. L'autre temps fort de la cérémonie est la visite d'exposition des manuels scolaires dédiés aux enfants nomades. En mission dans la province du Guéra, la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé, et le gouverneur Paul Mbaye-Noudoum Ngartel-Mbaye ont échangé avec les responsables en charge de la maison des patrimoines culturels et les procédures de création des sites touristiques dans la dite province. Mamad Omar Moursal. La province du Tchad, qui regorge d'énormes potentialités culturelles et touristiques, mérite une attention particulière pour son développement. C'est pourquoi la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé, et les autorités locales de la dite province échangent sur les enjeux touristiques du terroir. L'objectif principal de cette rencontre est d'identifier les sites touristiques en vue de promouvoir et valoriser les patrimoines culturels du Guéra à travers le monde. Dans sa nouvelle formule, avec la création de nouveaux services tels que le patrimoine, tels que les langues. Donc on a vraiment essayé de penser la culture dans tous ces axes de développement d'une manière beaucoup plus cohérente, disons, et de rajouter la variable tourisme, développement tourisme,
sur cet aspect pour pouvoir lui donner un champ de développement beaucoup plus large. Et nous avons la charge de pouvoir identifier, créer une nomenclature, une classification de ces artisans et en plus de leur donner un statut. Selon les responsables de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, le Guéra est une zone touristique par excellence. Pour eux, cette province regorge une potentialité culturelle et nécessite la création de plusieurs sites touristiques tout en mettant l'accent sur les infrastructures routières pour y accéder. Une fois créés, ces sites touristiques permettront aux touristes nationaux et internationaux de découvrir les différentes potentialités culturelles des populations du Guéra, leur mode de vie et leur passé afin de contribuer au développement socio-culturel et économique du pays. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibéry Younous, a fait une communication ce lundi à l'intention des maires des communes d'arrondissement, délégués des quartiers et chefs des carrés. Je vous propose de l'écouter. Le but de notre rencontre de ce matin concerne pratiquement 2 à 3 points. Le premier point concerne l'organisation administrative même de notre province et plus particulièrement au niveau des communes, de chaque commune. Parce que nous avons constaté que nous n'avons pas un fichier exact. Les gens sont nommés et au niveau de chaque commune, ils n'ont pas un fichier qui concerne vraiment le personnel administratif traditionnel de chaque commune. C'est cette raison qui nous a motivés à mettre en place une commission qui va sillonner les 10 arrondissements et faire ce recensement. Donc, je lance un appel à tous les délégués de quartier, puisqu'ils sont nommés par arrêté du ministre et ils ont leurs arrêtés. Et ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas parmi nous, sont remplacés par leurs enfants, nous allons très bientôt faire signer l'arrêté par le ministre pour nommer ces gens-là. Le second point concerne également les clandomans. Donc, nous l'avons toujours dit, mais on est obligé de le répéter, parce que ce manquement au niveau de cette organisation nous pose problème, et pose problème également au niveau sécuritaire. Donc, pour cette raison, nous sollicitons au président des clandomans d'informer les clandomans de chaque arrondissement de se présenter physiquement avec leurs pièces, seront enregistrés, créer un fichier pour eux et on va leur attribuer également des numéros qui seront sur leur carte, sur le dossard et sur la moto. Et le dernier point concerne également les recettes. Nous savons que nous avons un trésorier provincial maintenant. Le ministère des Finances a décidé de nommer un trésorier provincial pour la ville de N'Djamena. Donc, pour cette raison, vous aussi, vous devez accompagner, assister la mairie pour faire des recettes, surtout sur les taxes d'habitation. Recueilli par Abdelhadji Mamad Saleh Babayaro. 2 présumés malfrats sont tombés dans les mailles du filet des éléments de la gendarmerie nationale. Ils ont été présentés à la direction nationale de la gendarmerie à Clé-Soum en présence du premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Damgelet Joël. Ces 2 présumés malfrats sont démasqués et arrêtés en flagrant délit par les éléments de la gendarmerie nationale dans l'accomplissement de leur mission régalienne, celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le premier présumé est un visage bien connu dans le milieu judiciaire. Le fait le plus récent, donc il a fait ça, il a fait ces actes non loin ici, c'était le jeudi passé. Le jeudi passé, donc il a fait, dont il a tué même un de nos gendarmes de l'escorte. Donc c'est à 60 km de Drobali, et à l'est de Drobali et 20 km à l'ouest de Bili. Le second présumé malfrat est un mineur de 17 ans, mais émancipé par le braquage de véhicules grâce à sa clé passe-partout. C'est un mineur. Il est spécialiste au vol des véhicules et tout ce qui est au contenu des véhicules. Et on a pris ça en flagrant délit, juste non loin de l'hôpital
tchado-chinoise. Le premier substitut du procureur rassure que les présumés malfrats répondront de leurs actes. Ces véhicules contiennent des médicaments antirétroviraux et les intéressés, les patients attendent. Ces voleurs ont disposé de ces véhicules et des médicaments. Nous ordonnons tout de suite que ces médicaments-là puissent être restitués au ministère de la Santé, que lesquels médicaments doivent être acheminés à bon port. Entre-temps, en ce qui concerne les responsabilités pénales, la procédure est en cours. Il va être poursuivi pour vol aggravé. L'action pénale étant enclenchée par le ministère public, le premier substitut martèle que dans le cas d'espèce, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le Centre commun d'entraînement aux techniques d'intervention en partenariat avec le bureau de l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme organise du 25 au 27 novembre une session de formation sur le thème les droits de l'homme et les opérations de maintien à l'intention des officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie. Apolline Gani. Cette formation sur les droits de l'homme et les opérations de maintien de l'ordre permet de renforcer les capacités des responsables des forces de sécurité. Une quarantaine d'officiers de police et de la gendarmerie nationale auront à acquérir des connaissances dans le domaine de la gestion des foules, du respect de la loi et du comment rétablir l'ordre sans brutalité préjudiciable. Le représentant adjoint de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme évoque le non-respect des droits des citoyens et les violations qui constituent des obstacles de taille à la jouissance du droit à l'intégrité physique et morale des concitoyens. La présente formation va leur permettre de se familiariser avec le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois de 1979 ou les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois de 1990. Le représentant du coordonnateur national des centres de formation des cadres des forces de sécurité intérieure a relevé que le principe de la sécurité zéro n'existe pas. J'invite les participants à doubler de vigilance dans l'acquisition du savoir-faire, du savoir-être et des compétences conformes au statut et respectueux des règles de la déontologie et du respect des droits de l'homme. Selon lui, le respect des droits humains est capital, tout comme la sécurité de la population. C'est pourquoi la vie d'une nation dépend de sa sécurité. D'où le fait de maintenir l'ordre, c'est garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Quelques réseaux de charbonniers ont été démantelés par les éléments de sécurité du Mayo Limé et ils ont été présentés aux autorités compétentes pour répondre de leurs actes. C'est au village Morom dans le canton Mogom que les charbonniers ont fait parler d'eux. Informé de la situation, le préfet du département du Mayo Limé a fait le déplacement sur le lieu afin de constater les dégâts. La majorité des arbres coupés sont des arbres fruitiers. C'est d'abord les Balanensis egyptiaca. Nous avons aussi le Carpus, les Acacias Sénégal, les Combretum glomérata. Et il y a également les édifices Spina Christi qui sont généralement des arbres qui sont intégralement protégés. Les forêts et les arbres, de par leur capacité, contribuent à atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et les périphériques. C'est dans ce contexte que le gouvernement tchadien a interdit très tôt la coupe abusive des arbres. Un message qui n'est pas jusqu'à là compris par une certaine couche de la population. Selon le magistrat, tous les contrevenants à cette décision seront traduits à la justice. Ils sont appréhendés, ils sont mis à notre disposition. Et le magistrat que je suis esclave de la loi, je vais l'appliquer dans toutes ses rigueurs. Le représentant du gouvernement de la province du Mayou-Kébi Est promet mettre les pieds sur l'accélérateur pour faire respecter les lois en vigueur protégeant l'environnement dans sa circonscription administrative et arrêter cette pratique qui sape les efforts de l'État. Conformément à l'arrêté numéro 064 MEEP EG 2018 du 18 juin 2018 portant création de comités départementaux pour la protection de l'environnement,
Il est de mon devoir de veiller aux protections de l'environnement, bien des personnes, y compris des ressources naturelles. Les arbres adoucissent les conditions climatiques locales et participent ainsi à la restauration des terres dégradées et à la bonne production. Les arbres lieux améliorent les conditions de vie de la population, conclut Tida Djibrine Grinki. Voilà, parlons à présent santé. L'hôpital de la Renaissance organise des journées de radiologie à l'endroit du personnel soignant des établissements sanitaires de la ville de N'Djamena. Objectif, sensibiliser les prescripteurs sur la disponibilité de l'imagerie par résonance magnétique. Précision à Matngalasta. Créé en novembre 2013, l'hôpital de la Renaissance est un établissement de santé né de la volonté des plus hautes autorités du pays dans le but d'offrir des soins de qualité à la population tchadienne. Fruit d'une coopération franco-tchadienne, cette structure sanitaire de haut standing comporte plusieurs branches médicales. Le centre d'imagerie dispose d'équipements performants permettant de réaliser des radiographies standards, l'échographie, la mammographie, les scanners et l'imagerie par résonance magnétique. C'est dans cette logique que l'hôpital de la Renaissance organise des journées de radiologie à l'endroit du personnel médical des 10 hôpitaux de la commune de N'Djamena. Cette rencontre sera une opportunité pour les corps soignants de communiquer sur l'imagerie en tant qu'outil diagnostic, sensibiliser les prescripteurs sur la disponibilité de IRM au Tchad, l'intérêt de la mammographie dans le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. Le but de ces réunions, c'est l'importance de certains matériels que nous avons avec nous. Et j'espère que ces journées, une fois qu'elles seront terminées, tout le monde, surtout une partie du corps, beaucoup le corps médical, saura quand est-ce qu'il faut prescrire une IRM, quand est-ce qu'il faut prescrire un scanner, à quoi c'est une radio, pour que ces outils qui enrichissent notre plateau technique soient utilisés à bon escient. Et dans 5 jours, plusieurs activités sont programmées, dont la communication orale, les émissions radio-télévisées sur les AVC, le dépistage gratuit du cancer du sein et la visite guidée du service de radiologie. Les professionnels tchadiens et français en santé humaine organisés en association dénommée le LEDJ ont prêté main forte à l'hôpital Les Sénours de Koumra à travers des prestations gratuites et dons en matériel chirurgicaux. Détaillé Djimtengay Geita Félix. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a remis officiellement des attestations de reconnaissance aux membres de l'association L'eau léger venus de la France pour leurs prestations gratuites au service du centre hospitalier Baptiste de Koumra. C'était en présence du personnel soignant du CHBK, des collaborateurs de l'administration civile et militaire. Le président du comité de gestion du centre hospitalier Baptiste de Koumra, Yam Titinan Dimanche, a au nom de tout le personnel soignant et au nom des patients bénéficiaires de prestations hospitalières exprimé ses sincères reconnaissances à l'association Le Léger. Selon le président fondateur de l'association Le Léger, Dr Ngardomte Daniel, l'association Le Léger est créée en 2016 en France. À l'initiative et avec l'aide des professionnels de la santé, a pour but prioritaire d'aider l'hôpital Sémour de Koumra, remettant officiellement l'attestation de reconnaissance aux membres de l'association L'eau léger. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a félicité l'équipe médicale de l'association L'eau léger pour son assistance humaine, technique et matérielle. C'est une avancée majeure pour la prise en charge sanitaire de la population du Mandoul. Le gouverneur de la province du Logone occidental d'Ago Yacoub a officiellement lancé ce matin à Mbalkabra, localité située à une trentaine de kilomètres au nord de Mondou, le projet de réalisation de 50 forages et 10 châteaux d'eau dans cette province par la fondation Grand Cœur. Robert Demio. Il s'agit précisément du projet forage, moulins et panneaux solaires dénommé Fopamou 2 pour les populations des 53 cantons et 7 fériques de la province du Logone occidental. Ce projet, mis en œuvre par la Fondation Grand Cœur en partenariat avec l'ONG nationale La Plume pour la culture et le développement APCD, vise à améliorer les conditions de vie des populations de la dite province et surtout d'autonomiser les femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge conformément à la vision de la Fondation Grand Cœur. Le préfet du département de l'Akouï, Youssouf Oumar Bar, et le délégué provincial de l'environnement, eau, pêche
Hissène Adoum Abdoulaye se sont relayés pour souligner l'importance de ce grand projet qui vient agrandir la liste des actions humanitaires de la première dame Hinda Déby Itno à travers sa fondation. Le président de l'APCD, Daïrou Youssouf Sidiki, salue les efforts des autorités locales et remercie le président de la République Idriss Déby Itno qui a inscrit dans son programme, au-delà de ses engagements internationaux, le développement durable de notre pays. Je tiens à réaffirmer notre vision qui exige la transformation des mentalités, des attitudes et des comportements par la responsabilisation des communautés en vue de briser la chaîne de la dépendance en gardant nos ouvrages parents et productifs. Le représentant de la première dame, Koudou Choukou Sultani, a rappelé la création de la Fondation Grand Cœur, sa vision et ses objectifs avant d'appeler les bénéficiaires des différents dons à la maintenance et à la bonne gestion de ces ouvrages. L'action conjointe de la Fondation Grand Cœur et l'APCD La Plume n'est pas une action isolée, car elle s'inscrit bel et bien dans la droite ligne de la politique de l'eau pour tous inscrits dans le programme de chef de l'État. Son Excellence Idriss Déby Itno, qui se préoccupe au quotidien d'assurer la couverture complète en eau potable à tous les Tchadiens malgré la situation de la crise qui traverse le pays. La porte-parole de la plateforme des organisations féminines du Logone occidental Dembete Robertine et les 53 chefs de canton de la province par la voix de Mbaye Nadjel Negor remercient du fond du cœur le président de la République Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno pour des actions salvatrices qu'ils posent et continuent de poser en faveur de cette province. En lançant le projet, le gouverneur Dago Yacoub a cité les nombreuses réalisations du chef de l'État et de la première dame Hinda Déby Itno dans le Logone occidental avant de souligner qu'en plus des actions humanitaires de la première dame, le président Idriss Déby Itno a inscrit toujours en lettres d'or la politique sociale dans le programme politique de son quinquennat en cours. La remise des clés du château d'eau de Mbalkabra réhabilité dans le cadre du projet Fopamou 2 par la Fondation Grand Cœur en partenariat avec l'APCD a mis un terme à cette cérémonie. Fin des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des responsables sur la gestion financière, sanitaire et éducative des provinces de l'Enedi Est, Ouest et de Wadifira. Mamat Saleh Anour pour le compte rendu. Organisé par l'UNICEF, les travaux de l'atelier de formation en renforcement des capacités des responsables techniques et des gestionnaires financiers des services sanitaires et éducatifs en gestion financière ont pris fin. Durant 3 jours consécutifs, les participants venus de Wadaï, de l'Enedi Est, Ouest et ceux de Wadifira ont été outillés en techniques de gestion financière pour pouvoir mieux gérer leurs services financiers. Nous sommes outillés dans le cadre de notre travail, dans le cadre de la gestion financière. Nous demandons à notre partenaire d'intensifier cette formation pour que nous serons outillés dans nos services respectifs. Clôturant les travaux de cet atelier, le secrétaire général provincial de Wadifira a adressé ses gratitudes et remerciements à l'UNICEF d'avoir rendu possible cet atelier de renforcement de capacités. De remercier vivement l'UNICEF d'avoir pris l'heureuse initiative d'organiser cet atelier qui apportera sans nul doute de la valeur ajoutée à notre système de gestion de ressources financières. Les participants venus de 4 départements ont, au cours de cet atelier, demandé à l'UNICEF à continuer à organiser de tels ateliers de renforcement de capacités. Les membres du syndicat des enseignants du Tchad 7 sont à l'école du savoir sur les méthodes de redynamisation de la lutte syndicale pour l'amélioration des conditions de travail. Cette formation des leaders syndicaux initiée par le Bureau exécutif national du 7 en collaboration avec le comité syndical francophone de l'éducation et la formation est axée sur la gouvernance et le leadership syndical. Cette session de renforcement des capacités des formateurs du syndicat des anciens du Tchad 7 fait suite aux recommandations du dernier congrès ordinaire du dit syndicat qui veut redynamiser sa stratégie de lutte pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de ses membres.
Initiée par le Bureau exécutif national du CET, cette formation des cercles d'études, organisée en partenariat avec le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, est d'une importance capitale. Vous aurez durant 4 jours à vous atteler aux échanges d'expériences et de connaissances qui feront de vous de futurs formateurs qui vulgariseront cette formation. Le représentant du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, l'amélioration de la qualité de l'enseignement nécessite la contribution de tous. Le syndicat, c'est la force du nombre, c'est la force de l'unité. C'est l'unité syndicale qui fait la force des syndicats. Donc, tous les membres dans toutes les régions savent que c'est important d'être unis, de travailler ensemble, d'apporter des revendications ensemble. C'est comme ça que vous allez devenir fort et faire des gains et améliorer à la fois vos conditions d'enseignement, vos conditions de travail, mais aussi la qualité de l'enseignement. Au cours de cette rencontre d'échange et de réflexion sur la stratégie de lutte syndicale, les participants auront à débattre de la gouvernance et du leadership syndical, du genre et des finances. Voilà, rendons-nous à présent à Amdjaras pour parler de l'investissement du maire de la ville d'Amdjaras dans un projet d'élevage des dromadaires et des caprins situé à 40 km de la ville. Regardez. L'élevage est l'une des mamelles qui sous-tend l'économie tchadienne. Le chameau, par exemple, est un animal résistant de Sahara. Il est préféré non seulement à cause de son lait, mais aussi de sa tendre viande. Nous sommes à 40 km au nord-est de la ville d'Amdjaras. L'opérateur économique Aboud Hachim Bouder, qui a investi dans l'élevage de chameaux, explique le début et le parcours de ce projet. J'ai commencé ce projet il y a de cela 5 ans avec un petit poignet, une centaine de chameaux. Aujourd'hui, je me retrouve avec plusieurs centaines. C'est grâce à la production. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté les troupeaux en achetant. Et donc, au début, c'était un début. Comme j'ai commencé avec l'expérience, avec les essais. Donc, maintenant, j'ai augmenté les troupeaux au fur et à mesure. Partant du succès enregistré, il décide de nouveau d'investir dans l'élevage des caprins. En guise d'essai, j'ai commencé avec 500 têtes de moutons. À moins de 2 ans, leur nombre a presque triplé. Donc je pense que le projet est rentable. L'opérateur économique Aboud Hachim Bouder appelle les autres éleveurs à moderniser l'élevage. Nous parlons religion. 538 fidèles des églises et des assemblées chrétiennes du Tchad sont passés par les eaux du baptême hier. Conformément aux Saintes Écritures, ils sont nés de nouveau à travers cet engagement et sont désormais appelés à marcher sur les pas de Jésus-Christ. Varelaj. Nous sommes à la berge du fleuve Chari. Les fidèles des assemblées chrétiennes du Tchad ont pris d'assaut cet endroit. Une grande mobilisation qui vient concrétiser leur engagement. Le respect du sacrement est fondamental. Et le baptême, l'un des sacrements traduit cette logique. À travers ce baptême, ces fidèles doivent désormais marcher suivant les pas de Jésus-Christ. Et du Saint-Esprit. Dans cet engagement, le respect des principes de la religion chrétienne s'impose. Et le baptême, c'est une manière de témoigner publiquement au monde qu'on est avec Jésus-Christ. Les baptisés au sortir des eaux, nous voulons simplement leur demander à toujours se rappeler de la parole de Dieu, tout ce qu'ils ont eu au pied de leurs enseignants afin de tenir bon pendant, n'est-ce pas, leur parcours. Cette cérémonie de baptême organisée par le comité régional des assemblées chrétiennes du Tchad concerne 538 fidèles chrétiens issus de 114 églises des assemblées chrétiennes de Djamena.
Une page noire dans cette édition. Pour ceux qui ne le savent pas, le pays vient de perdre l'un de ses fils. Le professeur Zakaria Fadoul Kitir n'est plus grand commis de l'État. L'homme a tiré sa révérence hier de suite de maladie. Au domicile, amis, parents étaient dans une consternation totale ce matin. Une équipe a fait un tour au domicile du regretté pour s'enquérir de l'ambiance qui prévaut là-bas. Reportage Abdul Keoul. Son visage était connu de tous. Son humilité aussi. Professeur Zakaria Fadoul Kitir s'en est allé hier de suite de maladie. Linguiste, phonéticien, anthropologue et ancien chercheur, cet homme d'un tempérament calme et d'une silhouette svelte a consacré sa vie au service de la nation. Ancien ministre de l'enseignement supérieur, cet intellectuel, amoureux de la paix, a toujours su gérer avec maestria les humeurs des étudiants. Un livre plein d'histoires et de chapitres s'y referme. Grand écrivain, dans ses ouvrages, il teinte d'une plume charmante les réalités du Tchad et ne rate pas l'occasion d'appeler à la préservation de la paix. La maturité est progressive. Nous avons acquis une certaine maturité, mais elle n'est pas suffisante pour le moment pour dire que nous devons transcender toutes nos difficultés, toutes nos considérations, donc religieuses, ethniques, etc., pour pouvoir vraiment être au niveau de l'État. Mais nous progressons quand même. Ce lundi, après son enterrement, le temps s'est arrêté à son domicile, impuissant, les cœurs meurtris, sa famille et ses amis l'ont laissé partir. Pas de choix. Désormais, il se contente de remémorer sa vie pleine de leçons. Le premier bachelier de notre communauté et le premier professeur dans le domaine de la science et recherche. Donc quelqu'un qui est connu dans le monde du donner du savoir. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde politique. Il a milité activement dans le parti. Donc il nous laisse vraiment un vide. Il a été évacué à plusieurs reprises à Tunis. Il était victime d'une hépatite B et d'un problème de globules blancs. Et la famille a tout mobilisé, l'État a tout mobilisé, mais quand l'heure est venue, on ne peut rien faire. Donc le défunt a rendu l'âme. Fils de la province du Wadifira, père d'un enfant, professeur Zakaria Fadoul Kitir est né le 1er janvier 1946 à Ourouba. Il fut distingué à plusieurs reprises, notamment la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite du Tchad et celle de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Va en paix, cher professeur. Les qualités du professeur Zakaria Fadoul Kitir sont également décrites ici par ceux qui ont côtoyé l'homme. Suivez. Dans son parcours professionnel, a été surtout sa simplicité dans le rapport avec ses collaborateurs et ses étudiants qui ont eu des très bons rapports avec lui parce que tout en entendant le mot Fadoul, il nous interceptait en cours de route. Vous êtes le frère, il a été mon professeur, il a été ceci, il a été cela. Mon cousin a dédié toute sa vie à l'enseignement. Il avait commencé au début des années 70 dans le lycée et après il a interrompu pendant quelques années pour aller faire ses études universitaires. Et il a commencé à enseigner à l'université N'Djamena à partir de 1982-83. Donc il a enseigné pendant plus de 37 ans comme enseignant-chercheur à l'université. Il a gravi plusieurs échelons. Le professeur Zakaria Fadoul, c'est un homme intègre. Je l'ai connu de près. C'est un homme qui a un cœur ouvert. Et c'est quelqu'un qui travaille toujours en groupe. Je l'ai connu de près. Aujourd'hui, donc, nous, en perte, c'est un homme d'État qui vient de nous séparer. Et c'est l'occasion, sincèrement, de prier Dieu
qu'il lui allège la terre et qu'il nous récompense de sa disparition. Paix à son âme. Et puis dans un communiqué parvenu à notre rédaction, c'est avec une grande tristesse que Madame le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a appris le décès du professeur Zakaria Fadoul Kitir, lauréat du Grand Prix littéraire du Tchad édition 2019. Décès survenu le dimanche 24 novembre 2019 en N'Djamena des suites de maladie. Universitaire et homme de lettres, Zakaria Fadoul Kitir est un professeur de linguistique et phonétique à l'université de N'Djamena. Il est auteur d'une œuvre littéraire et scientifique remarquable dont la qualité et la quantité sont avérées et reconnues par ses pairs et par les autres acteurs tchadiens du monde du livre. Avec sa disparition, le Tchad vient de perdre un des grands chevaliers de ses lettres, un des porte-étendards de sa littérature d'expression française. Au nom de tout le personnel de son département et en son nom propre, Madame le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat saisit cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses collègues écrivains, auteurs et universitaires, ainsi qu'à tous ceux qui connaissent l'illustre disparu. Par ailleurs, Madame le ministre invite l'ensemble des Tchadiens à prendre part à la cérémonie de remise du Grand Prix littéraire du Tchad à titre posthume au professeur Zakaria Fadoul Kitir. Cet événement est maintenu à la date du samedi 30 novembre 2019 à 16h à la Bibliothèque nationale du Tchad, dans le cadre du mois du livre et de la lecture édition 2019. À la signature, bien sûr, Madeleine Alingé, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de votre très aimable attention et à très bientôt sur la chaîne nationale. Bonsoir.